Nouvelle saison et nouveau véhicule pour éclat de lire. Notre émission redémarre sur les chapeaux de roue dans un nouveau format et se propose pour cette rentrée de s'ouvrir à de nouveaux lecteurs, les lycéens. L'équipe lance ainsi cette saison 2 au lycée de la Versoix à Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. Des couloirs familiers pour certains d'entre nous. Bonjour. Bonjour, Merci de nous accueillir. bienvenue au lycée de la Versoix. Aujourd'hui, le binôme Dimitri et Laura va nous présenter le classique Un roi sans divertissement de Jean Giono, tandis que Benjamin et Kelly vont nous parler avec passion du roman En attendant Bojangles. Ici, au lycée de la Versoix, il y a une filière littéraire qui est particulièrement active. Oui, c'est un projet de l'établissement qui est mis en place depuis déjà plusieurs années et une politique d'établissement vraiment affirmée. L'idée, c'est d'envoyer un maximum d'élèves vers la filière L par choix. Et les élèves vont effectivement à L par choix parce que de nombreux projets sont mis en place pour les élèves deviendront des littéraires. Je m'appelle Dimitri Desuzins, je suis en terminale L2 donc, du lycée de la Versoix. Je m'appelle Laura, j'ai 17 ans. Je suis en terminale L au lycée de la Versoix à Thonon. Je me présente, je m'appelle Thomas Crespo, je suis professeur de philosophie ici au lycée La Versoix. Je vais vous présenter Un roi sans divertissement de Jean Giono. Un roi sans divertissement, en fait, c'est une histoire qui se situe dans un village aux alentours de Grenoble, un village de montagne. C'est vraiment un village très isolé, avec peu d'habitants. On pourrait penser une histoire de policière. Au départ, effectivement, tout se passe comme si c'était, je ne sais pas, un bon Stephen King ou un autre livre. Il y a des disparitions mystérieuses qui vont arriver et du coup les villageois sont inquiétés. Donc il y a un capitaine de gendarmerie qui arrive, qui s'appelle Langlois, et qui va s'occuper de cette affaire. Vous avez des histoires d'enlèvement, des histoires de meurtres un petit peu mystérieux, des traces dans la neige. Le premier tiers, en gros, du récit, c'est comme un roman policier où va y avoir une brigade de police qui va tenter de faire l'enquête. Et en fait, c'est pas ça du tout. On va se retrouver plutôt face à un roman presque psychologique où on va plutôt suivre l'évolution, le développement de certains personnages. C'est beaucoup plus un livre sur un personnage qui apparaît au départ secondaire puisqu'il arrive dans un deuxième temps, qui est Monsieur Langlois, et qui est en fait le personnage principal du livre, et on pourrait se dire que c'est le roi du titre. Un roi sans divertissement, on pourrait penser que c'est Langlois le roi en fait. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, il y a plusieurs, il y a en quelque sorte deux façons de lire ce livre. La première façon, ce serait de le lire comme un livre normal, sans trop se poser de questions, tandis que la deuxième façon, ce serait plutôt en ayant une certaine réflexion par rapport notamment à Blaise Pascal et au divertissement pascalien. D'ailleurs, Un roi sans divertissement, c'est tiré d'une citation de Blaise Pascal. La thématique, c'est vraiment comment se divertir dans un espace isolé, parce que c'est vraiment un village où, par la messe, il n'y a pas grand-chose. Et du coup, c'est vrai que la personne qui a fait ces crimes, elle-même faisait ça pour se divertir. Je pense qu'en fait le livre nous parle aussi à travers les personnages. Il y a des gens qu'on rencontre qui vivent dans le monde de façon dramatique. C'est-à-dire que sans arrêt, ils se sont à chercher la bonne place qu'ils doivent occuper. Langlois, lui, est quelqu'un qui cherche sa place dans le monde, et sa place doit être extraordinaire parce que voilà, il le vit comme ça, il a une ambition, mais en même temps il se rend compte que s'il doit céder à ses aspirations et à ses pulsions, ça le fera devenir un assassin. On se pose des questions sur notre condition, on se pose notamment, à la fin, il y a un gros choc qui va nous arriver, et là c'est sûr qu'on va, je sais que moi la nuit, parce que je l'ai fini le soir, la nuit après j'y ai repensé, etc. parce que c'est prenant et ouais, ça nous fait réfléchir vraiment sur notre condition d'homme. Ça s'adresse à qui veut voir des descriptions de nature, parce qu'elles sont très belles, à ceux qui aiment la littérature d'une manière générale, et ceux qui éventuellement se posent la question de qu'est-ce que ça peut être l'angoisse face à qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Quand j'ai terminé la lecture,
J'étais un peu sous le choc parce que la fin, elle est très rapide et assez impressionnante, donc je ne vais pas vous le dire parce qu'il faut le dire. Mais ouais, ça m'a laissé un peu sous le choc et je pense que c'était le but parce que vraiment la fin, on s'incline et c'est fini, quoi. Et c'est vraiment impressionnant et c'est pour ça que ça a été fait. On a un sentiment d'accomplissement quasiment. On se dit, bah voilà, là il a su finir, il a su mettre le point final à son œuvre. Et c'est vraiment plaisant de refermer le livre et de se dire, bon bah voilà, là j'ai matière à réfléchir et ça va m'occuper quelques temps. J'ai ressenti surtout, à la fin en tout cas, vraiment un choc. C'est le mot, je pense, c'est le choc littéralement, quoi. Est-ce une intrigue policière, une fresque sociale, une réflexion philosophique ou un essai psychologique? Tout cela à la fois, pourrait-on dire. Dans un style simple, beau et naturel, l'auteur part cependant son récit d'une complexité de pensée fascinante qui invite à l'ouverture d'esprit. Paru en 1947, ce roman met fin à l'interdiction de publication décrétée à l'encontre de Giono par le Comité national des écrivains qui reprochait à son auteur pacifiste d'avoir dénoncé la mobilisation et publié dans des journaux collaborationnistes. Le thème du roman en devient alors une réponse subtile prouvant qu'il n'existe pas un unique instinct de haine mais que la monstruosité peut pointer en chacun de nous. Un roi sans divertissement ne cherche pas à être vraisemblable, mais plutôt à déformer la conception du réel pour laisser se révéler une sombre vérité, la noirceur du fond de l'être. Il s'agit là d'un des romans les plus puissants et les plus complexes de la littérature française du XXe siècle. Jean Giono est un écrivain français dont l'œuvre romanesque dépeint la condition de l'homme dans le monde, tant face à des questions morales que métaphysiques, dans une portée universelle. Pacifiste traumatisé par les 2 guerres mondiales, cet autodidacte assoiffé de savoir restera toujours en marge de tous les courants littéraires de son temps. Mêlant un humanisme naturel à une violente révolte contre la société du XXe siècle, l'œuvre de Giono se divise entre lyrisme et narration élaborée, d'où se devine un sentiment de libération païenne. Je m'appelle Benjamin, j'ai 19 ans, je suis en terminale à la Versoix. Je m'appelle Baketa Kelly, je suis en terminale L. Je m'appelle Michèle Descombes, je suis enseignante au lycée de la Versoix depuis 20 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre qui s'intitule En attendant Beaujongle de Olivier Bourdeau. C'est ce que j'ai lu de mieux depuis pas mal de mois. L'histoire, c'est un petit garçon qui parle et il nous raconte l'histoire de sa famille. C'est tout simplement l'histoire d'une famille, mais alors complètement barrée, de chez barrée. Il nous dit dans l'histoire que sa mère, au début, elle est un petit peu folle, elle a un grain de folie. Et plus on avance dans l'histoire et plus on se rend compte que la mère, elle est vraiment folle. C'est une famille hors norme. C'est une famille hors société qui va devoir en fait fonctionner comme elle le peut. J'adore le grain de folie de la mère. Par exemple, ils ont un oiseau comme animal domestique. Donc déjà, c'est un petit peu bizarre. Ils ont un énorme appartement, ils ont un tas de courriers où on peut sauter dedans. La mère, elle saute sur le canapé et je trouve ça vraiment... Enfin, je pense que si ma mère était comme ça, j'aimerais bien. La mère est bipolaire, schizophrène, mais je dirais que plus qu'une histoire de folie, c'est vraiment une histoire d'amour. C'est une très belle histoire d'amour entre un père et une mère, mais très belle, très forte. Et une histoire d'amour entre un enfant et ses parents, et entre un père et son fils, une mère et son fils. Et je crois qu'avant l'histoire de folie, c'est l'histoire d'amour qui compte, vraiment. On ressent vraiment beaucoup de choses parce que le livre est très éprouvant et on vit tout ce que les personnages vivent. On ne se met pas à leur place, mais on est vraiment spectateur de chaque action qui peut se passer dans le livre. Donc on va vraiment ressentir que ce soit la tristesse, la colère, la joie, toutes les émotions qui peuvent passer dans le livre, on va toutes les ressentir. Et c'est peut-être l'une des forces majeures de ce livre. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est l'histoire du petit garçon qui raconte l'histoire de ses 2 parents. Donc sa mère qui est
un petit peu folle et son père qui la suit souvent quand même dans ses délires. L'épigraphe de départ est de Charles Bukowski. Il dit la chose suivante: certains ne deviennent jamais fous. Leurs vies doivent être bien ennuyeuses. Et à partir de là, la mienne, pendant 2 heures, ne l'a pas été du tout. C'est-à-dire que l'épigraphe, c'est exactement ce que l'on ressent. C'est un roman fou, mais c'est un roman qui nous fait vivre. Et ça, c'est important. Il est très beau. Il est très très beau. Toute l'histoire se déroule d'une façon qui est très joliment dit et voilà. C'est un roman très poétique. Très poétique. Dans l'écriture, si on observe en fait l'écriture, on va s'apercevoir qu'il y a des rimes intérieures, souvent. C'est un roman qui est très poétique parce qu'il est une musique. Et Bourdeau l'écrit comme une musique, vraiment. Beaujongle, c'est inspiré d'une chanson de Nina Simone que j'apprécie. Et donc mon côté peut-être musicien m'a attiré vers le livre. Et donc du coup j'ai commencé à le feuilleter. Et puis compliqué au début, mais après ça m'a vraiment plu, donc j'ai continué. J'ai trouvé que ce livre était génial, triste et fou. Ce roman, c'est ni queue ni tête, mais s'il n'y avait ni la queue ni la tête, rien n'irait. Donc, rien n'est inutile, même ce qui paraît léger, même ce qui paraît inutile dans le roman. C'est vraiment une création incroyable. La façon dont évoluent les personnages, on fait forcément le comparatif à comment eux ils vivent les choses et comment ils sont perçus par les autres. Et à comment nous, dans la vraie vie, on vit et comment les gens nous perçoivent. Et du coup, je garde un petit peu de tout ce qui est vécu dans le livre et de se dire, peut-être pas être comme eux, mais vraiment profiter de la vie et être relâché, quoi. C'est vraiment prenant, vraiment prenant. C'est un roman prenant, voilà. Il nous entraîne, c'est vraiment un roman qui nous entraîne. Selon moi, c'est un livre qui nous dit de vivre notre vie comme on le sent. Sorti il y a peu, En attendant Bojangles est le premier roman d'un parfait inconnu, Olivier Bourdeau, qui propose une histoire simple, belle, folle et triste à la fois. La prose de cette fable extravagante, bouleversante et chantante et mélodieuse. Dans un capharnaüm fantaisiste et plein d'esprit, l'auteur sait indéniablement faire sourire les larmes et pleurer l'enthousiasme. Les références sont nombreuses de Boris Vian à Lewis Carroll et le sous-texte profond, où la farce n'est qu'un prétexte pour conjurer la dureté de la vie. Fils d'une bibliothécaire, Olivier Bourdeau s'essaye à l'écriture à l'âge de 17 ans après avoir dévoré l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Mais il juge lui-même ses tentatives de médiocres. Après avoir abandonné ses études après le bac et tenté une carrière dans l'immobilier, il est complètement fauché par ses déboires professionnels et c'est hébergé par un de ses frères qu'il se fixe pour objectif de se lancer sérieusement dans son rêve et s'adonner à une discipline qui le fascine. Son manuscrit séduira finalement une discrète maison d'édition et dès lors les critiques sont unanimes et les récompenses littéraires s'additionnent. Grand Prix RTL, France Télévisions, Emmanuel Robles, Académie de Bretagne et d'autres. Dans notre prochain numéro, c'est à Cruzeil que notre 2 chevaux s'installera et d'ici là, bonne lecture.